Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Dialna, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Dans ce podcast, une personne racisée va donc nous parler des livres qu'elle lit, qu'elle a aimés, et aussi de son rapport au livre, à la littérature et à la représentation. Et pour ce 49e épisode, nous recevons une femme remarquable, un véritable couteau suisse, amatrice bien sûr de littérature, Fatima Edbounoua, bonjour. Bonjour. Alors, prof de français, auteure, chroniqueuse, radio pour les grandes gueules, que tu viens de quitter, je crois, et j'en passe. Pour cet épisode, tu nous as ramené le livre Americana de Chimamanda Ngozi Adichie que tu es en train de lire en ce moment, et ainsi que d'autres livres dont on vous mettra toutes les références en description du podcast et sur le site dialna.fr avec les photos de Fatima. Et donc pour le moment, place à Fatima dans Jamais sans mon livre. Donc rebonjour, comme on l'a dit. Bonjour. Je suis très très contente de te recevoir parce que pour moi c'était évident en fait d'avoir quelqu'un comme toi dans Jamais sans mon livre, parce que quand je pense au livre, à amour de la lecture, tu es une des premières personnes qui me vient en tête. C'est gentil. Donc, du coup, ça me fait très plaisir de parler avec toi et puis que tu nous partages tes coups de cœur littéraires, ta manière de penser la lecture, etc. Donc je suis persuadée que tu vas nous citer, nous parler de livres que je n'ai pas lus, donc je vais prendre plein de notes. J'espère. Je suis là pour ça. Découvrir. Alors, est-ce qu'on va commencer tout simplement par le livre que tu lis en ce moment? Tu m'avais dit que donc, c'était Americana, de l'auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, ça, c'est son roman le plus récent, si je ne me trompe pas, parce que depuis, elle a sorti, je crois, un essai féministe, quelque chose comme ça, mais qui n'est pas un roman. Alors, moi, je ne la connais pas très bien et c'est justement, je commence juste Americana parce que j'en entendais parler partout. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, Fatima, il faut sortir des classiques et lire. Et pour l'instant, c'est une très bonne surprise. Donc, je commence. Et comme tu m'as dit, quel est le livre que tu lis en ce moment, je voulais vraiment être honnête. Mais ce n'est pas le passage que je vais lire. J'avais du mal à choisir entre tous mes coups de cœur et puis tous les livres les livres, c'est un peu mon chez moi, c'est ma maison. C'est tes petits bébés. C'est ma maison, c'est mon sang. Et pour en venir à Americana, tu as choisi de le lire parce qu'effectivement, c'est un livre dont on a beaucoup parlé et que tout le monde le thème m'intéressait. Tu vois, dans cette présentation, c'est dans cette façon de se nommer. Parce que tu vois, par exemple, là, on dit racisé. Ouais. Moi, je déteste ce terme de racisé. Je comprends qu'on l'utilise parce qu'il est pratique, c'est pour aller vite. Mais finalement, déjà, parler de racisé, il faudrait peut-être parler de racisant aussi, parce que si on est racisé, c'est par quelqu'un, par un regard. C'est une perception que les c'est autres une perception. ont de nous. Exactement. C'est-à-dire qu'on est nommé aussi par... c'est quelque chose qu'on subit passivement et on en fait après une identité. C'est quand même si je comprends tout ce qui est inversion du stigmate, mais là, je trouve que ça va être vite limite. Donc moi, très souvent, pour parler de cette identité multiple, je dis je suis un ornithorynque et finalement, ça me va mieux que racisé. Voilà. Ça marche pour toi. Oui, l'ornithorynque, j'aime bien. Il est très moche, mais il est très pratique. Ce n'est pas ton cas, mais... Non, mais comme l'ornithorynque, on interroge les cases. C'est-à-dire que par notre simple existence, ça remet en question le binaire. Ça oblige à interroger sur les cases. Donc, j'aime bien l'ornithorynque. Ça donne un peu de nuance et de complexité. Oui, voilà. C'est ce qui manque, je trouve. Parce que là, on est en train d'essayer tout le temps de mettre des gens dans des cases. Et en plus, la littérature, c'est le lieu de ça. La littérature, c'est le lieu qui dit l'impossible, qui dit l'indicible, qui tourne autour des thèmes, qui refuse de donner une réponse à la question « qui suis-je » ? C'est-à-dire à la question « qui suis-je » apparaît une autre question, puis une autre question, et c'est ce qui fait le chef-d'œuvre. Parce que sinon, c'est les livres de développement personnel où on t'apprend quels sont tes rituels le matin, et tu seras super. C'est autre chose. Du coup, on va renommer ce podcast en les la littérature du point de vue des ornithorynques. C'est très bien aussi. Oui. Écoute, on va refaire l'intro juste après, juste pour toi. Et donc, du coup, dans le numéro précédent, on a commencé un nouveau petit rituel de lecture d'un passage de livre. Et donc, comme tu viens à peine de commencer Americana, tu as choisi plutôt un autre livre, un roman donc, de Romain Gary. Ouais. Moi, on a parlé il y a quelques temps, mais j'ai lu Romain Gary pour la première fois pendant le confinement.
sous tes conseils notamment, et j'avais beaucoup aimé, mais je n'ai pas lu celui-ci. Alors c'est Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Oui, alors j'ai choisi... J'aime bien les titres. Le titre est génial. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Donc Romain Gary, on le connaît surtout pour La vie devant soi, ça, voilà. Très bon livre aussi, mais que plus de personnes... c'est celui que tu as lu. Ouais. Et généralement, quand on parle de Romain Gary, tout le monde pense à La vie devant soi. Moi, j'ai choisi ce livre-là parce qu'il aborde un thème très, très peu abordé en littérature, c'est l'impuissance masculine. D'accord. Mais c'est aussi un très beau roman d'amour. Et le passage que je vais vous lire, c'est sur l'amour. Parce que je ne suis pas romantique du tout. Et c'est peut-être le seul passage que j'ai trouvé très beau. Comme quoi. Voilà. Donc je vous le lis. Donc il aime pour la première fois, il parle de cette femme-là. Je vais commencer. Il n'y avait plus de clichés, de banalités, d'usure. Tout était pour la première fois. Tout le linge sale des mots d'amour que l'on a si peur de toucher parce qu'il est couvert de taches suspectes que les mensonges y ont laissées. Renouer ses liens avec le premier balbutiement, le premier aveu, le regard des mères et des chiens. Les poèmes d'amour étaient là, bien avant l'œuvre des poètes. Il me semblait qu'avant notre rencontre, ma vie ne fut qu'une suite d'esquisses. Brouillon de femme, brouillon de vie, brouillon de toi, Laura. Je n'avais connu que des préfaces, les mimiques d'amour, la multiplicité, la variété, les coucheries, tous ces au revoir et au plaisir sont une absence de don authentique qui se réfugie dans le pastiche, dans un à la manière de l'amour. C'est parfois fort bien torché et le métier ne se voit pas trop, le savoir-faire dissimule son habileté, il y a de l'aisance, on peut vivre de moins que rien et pour pas cher, mais même seulement de plaisir. Et d'ailleurs, on ne peut pas passer sa vie à attendre qu'elle se révèle capable de génie. La vie s'était montrée capable enfin de génie à mon égard lorsqu'elle m'avait fait rencontrer Laura. Mais ce fut seulement dans un moment de cruauté. Voilà. C'est beau. Ça donne envie de lire le reste. Ben oui, pour savoir cette histoire Est-ce qu'elle va impossible. Mais c'est particulier. Il y a des passages que j'ai sautés parce qu'il fait tout un parallèle avec l'Europe, que j'aime moins, mais c'est à lire quand même. Voilà, Romain Gary. Ben je rajoute sur ma longue liste de livres à lire, mais c'est vrai que, comme je te disais, pour La vie devant soi, ça fait partie, tu sais, des classiques que tout le monde a lu, en tout cas beaucoup de gens ont lu. Et je sais pas, mon cerveau, il doit faire parfois un rejet de ce que tout le monde lit. Bah oui, donc, à force de le voir passer dans les recommandations, tu sais, mais de gens très différents en plus. Je sais pas, il y a parfois un truc où tu rejettes et tu dis non, c'est bon, tout le monde le lit. Mais moi, je l'ai rejeté. Moi, je vais lire un truc que personne ne connaît. La vie devant soi, je l'ai rejeté très longtemps à cause du titre. Parce que aussi, le titre ne m'inspirait pas du tout. Je me disais, oh. Et du coup, tu vois, le confinement m'a donné envie de le lire. Bizarrement, parce qu'on était dans un mood un peu bizarre. Je l'avais acheté tu sais, dans une brocante, le livre à 2 €, un truc comme ça, pas loin de chez moi. Et je me suis dit, bon, tout le monde en parle au bout d'un moment, Nadia. Tu crois que je devrais... Prends sur toi, achète-le. Quand tu veux le lire, il est chez toi. Et je l'ai laissé traîner sur mes étagères très longtemps, mais du coup... Tu crois qu'on devrait confiner? Moi, je vais confiner mes élèves pour les forcer. Tous c'est une bonne idée, ça. Alors voilà, les liaisons dangereuses. Vous les lisez. Ouais, mais écoute, peut-être que ça peut forcer... Non, mais le titre, qui un peu peut paraître niais, tu vois. Ou abstrait, en tout cas, oui, ça donne pas forcément envie. Dans cette configuration, je me suis dit, allez, un petit peu d'espoir, un petit peu de note positive... Enfin, bref. Comment toi, tu choisis les livres que tu vas lire ou que tu vas acheter? Est-ce que c'est sur des recommandations? Est-ce que c'est des coups de cœur, des choses, la couverture te plaît, t'achètes au hasard ou... Alors, il y a trois choses. Un, c'est souvent parce que quelqu'un que j'aime ou j'admire m'en parle. Ça peut vraiment me donner le désir triangulaire, c'est vraiment ça, on est dedans. Tu fais confiance? Je fais confiance, c'est-à-dire que oui. Surtout les personnes que j'admire intellectuellement ou que j'aime et dont ou leur sensibilité, où je les aime. Donc je vais avoir envie de découvrir ce qu'elles aiment, très souvent. Et la plupart du temps, mes meilleures rencontres, c'était comme ça. Ensuite, il y a des classiques. Alors parfois, j'aime pas tous les classiques, mais il y a certains classiques que j'ai relus beaucoup plus tard, que j'avais découverts par exemple en prépa, et puis prépa littéraire, où là j'ai lu énormément de livres. Et ces livres-là, je les ai relus plus tard pour les redécouvrir à ma manière. Oui, parce qu'on donc, les apprécie voilà. pas pareil. Donc, par exemple,
récemment. Il y en a 2 comme ça où en les relisant, je me suis dit, mais Fatima, je comprends maintenant pourquoi c'est des classiques. C'est les lettres persanes. En relisant, mais beaucoup plus tard, je me suis dit, ah ouais, je comprends vraiment les caractères, la Bruyère, et puis aussi le rouge et le noir aussi quand même, et les liaisons dangereuses. Voilà, ces 4-là, en les relisant, je me suis dit, c'est fou, tu les as... Et puis Baudelaire aussi. C'est-à-dire que ces livres-là, en les relisant beaucoup plus tard, j'avais aimé, j'avais apprécié, mais d'une façon assez superficielle, et en relisant plus tard, en étudiant le style, là je me suis dit, mais c'est normal que ça dure, parce que c'est la littérature qui résiste, tu vois. C'est pas de la littérature consommation où on a un plaisir immédiat ou le fast-food du livre. Le plaisir immédiat et puis tu passes à autre chose. Là, c'est des livres qui te permettent et d'habiter ta langue et d'aller à la rencontre de toi-même et d'approfondir ta propre réflexion et surtout, voilà, c'est des voyages, quoi, plus que des livres. Est-ce que le fait de ne pas les avoir appréciés de cette manière-là, au moment où tu les as lus donc pour tes études, est-ce que c'est un rapport aussi avec la manière dont on nous enseigne la littérature? Là, tu les as lus en prépa, mais je pense même plutôt collège, lycée. Tu es enseignante en collège, je crois? Oui, je suis enseignante au collège. C'est une manière un peu... moi, j'avais toujours un peu de frustration quand j'étais... j'ai toujours aimé lire, mais du coup, au collège, les livres qu'on m'a fait lire, je les ai pas aimés, et même plus tard, même à la fac, en vérité. Je les ai pas aimés de la même manière que les livres que j'ai lus pour moi. On peut apprécier malgré tout la langue, la technique, mais je trouvais qu'on mettait vraiment l'accent uniquement sur l'écriture, sur la stylistique, les tournures de phrases, et moins sur la sensation de la lecture. C'est sûr qu'en classe, le problème, c'est un peu comme si on te présente un mec et on te dit t'es obligé de l'aimer. Et donc, ça va se passer comme ça. Tu vois, le mariage arrangé, c'est-à-dire que même si vous étiez rencontrés dans la rue, peut-être qu'il t'aurait plu. Mais là, le fait qu'on vous mette... Alors, vous avez 7 minutes et vous devez vous embrasser dans 7 minutes. Et vous devez même faire un enfant et on donnera une note à votre enfant. Donc là, c'est un peu ça. Un livre en classe, c'est un peu, voilà, on va étudier un passage. Tu dois faire un commentaire littéraire dessus et tu vas être noté et tu dois comprendre telle ou telle chose. Donc, il y a des enfants qui vivent ce moment très mal, et non seulement ça leur donne pas envie de lire, mais parfois ça les éloigne de la littérature. C'est-à-dire que j'ai des gens qui disent non, je n'aime pas lire, je n'aime pas le français, ou je n'aime pas, non, moi je lis pas. Et puis finalement, quand tu creuses, c'est simplement j'ai eu une mauvaise relation avec un prof de français à un moment donné, où j'ai été un peu traumatisée par les livres parce que c'était une contrainte. Donc non, moi là où j'ai eu de la chance, c'est que tous les professeurs de français que j'ai pu avoir dans ma scolarité, et surtout en prépa, nous parlaient des livres comme des gourmands. J'avais un prof de prépa, Monsieur Gibert. Il y a un rapport charnel. Mais c'était génial. Lui, sa femme aussi était bien prof de latin. Mais lui, il nous disait, vous ne l'avez pas lu ? Quelle chance! Vous allez pouvoir le découvrir. Alors déjà, il est malin. Parce que vous n'avez pas lu. Nous, on se sentait, putain, on n'a pas de culture, on est nuls. Et là, c'était, voilà, il transformait ça en une virginité, mais un peu belle. Waouh, vous allez pouvoir visiter ce pays. Et donc, il nous disait ça, et on voyait son plaisir. Donc, c'était comme un interdit. Comme, on disait, ah là, je suis pas sûre que tu pourras lire ce livre. Il est peut-être pas fait pour toi, il est si intense. Et là, bien sûr, tu as envie de le lire. Ou alors, il nous disait, il nous donnait envie parce qu'on voyait son plaisir. Donc, déjà, par le biais du plaisir et de la richesse, tu te dis, ah tiens, j'en ai envie. Il utilisait ce petit stratagème, il était bon pour ça. Et la plupart du temps, moi, mes profs de français, c'est pour ça que je suis devenue prof de français. C'est-à-dire que vraiment, moi, je rends ce qu'on m'a donné aussi. C'est ce que tu fais avec tes élèves, du coup, pour leur donner Oui, la plupart. Je ne sais pas si j'y arrive tout le temps, mais ils savent. Je pense qu'ils me prennent pour une folle. Avec cet enthousiasme démesuré quand je leur parle d'un truc, je veux dire, elles fument quelque chose. Quand tu parles de tes anciens élèves sur les réseaux, on voit qu'il y a un... ils restent en contact avec toi, ils te donnent des nouvelles. Donc je pense que tu les as marqués aussi d'une certaine manière. Oui, et puis eux m'ont marqué, parce qu'on dit souvent ça, les profs qui marquent les élèves, mais ce qui arrive souvent, c'est les élèves qui marquent les profs. Donc eux aussi, avec leur tête, là. Non, ils sont... non, on a quand même des petits personnages dans la classe. J'imagine, oui. Petits personnages. Et puis, c'est toujours très émouvant de voir des rencontres, c'est-à-dire on va lire un passage de Victor Hugo et on voit que quelque chose se passe. Ça touche à un moment donné, voilà, il parle de Cosette, enfant battu, et puis tu as une petite qui vient après, et puis qui te dit, qui va se confier. Tu vois, donc la littérature, elle sert à ça. C'est ce qui manque, je trouve, en France, dans les émissions littéraires, que je regarde pas, ou peu.
Parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est un peu comme si la littérature était quelque chose de mort et de rangé dans l'étagère. C'est froid. Ouais. Alors que normalement, la littérature, c'est un copain, quoi. Ça t'accompagne. Les livres qui sont là, moi, les livres dans le... Moi, je me sens moins seule avec les livres. On dirait une poufie quand je dis ça. Non, mais moi, sérieusement, j'ai plus rencontré mes meilleurs amis, j'en ai dans la vie. mais les livres aussi, vraiment, Chimamanda, c'est ma pote en ce moment. Bah oui. Je la rencontre, le soir, je dis « Ah, cool !» Elle me raconte quelque chose, je me sens comprise. Annie Ernaux, c'est mon amie. Elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, mais c'est ton amie. Mais c'est ma copine. Mais c'est ce que je te disais, le côté, il manque l'aspect sensoriel quand on parle de littérature à l'école. Et je ne sais plus si c'était à toi que je disais dans ton live pendant le confinement, mais moi, les livres que j'ai lus il y a longtemps, je vais plus trop me souvenir de l'histoire, le détail. Tu vois, je t'avais parlé de Samarcande, j'ai dû aller le récupérer pour relire, etc. Mais par contre, je me souviens de la sensation que ça m'a procuré de lire, de l'émotion, du côté, j'ai voyagé, je suis restée bouche bée, j'avais envie de continuer et tout. Tu vois, l'état dans lequel j'étais. Et ça manque en fait quand on parle de littérature en général à la télé, dans des émissions ou même à l'école. C'est froid. Et du coup, je pense que pour certaines personnes, on a besoin d'avoir ce truc-là en plus pour nous donner plus goût. C'est froid et puis c'est très... y a un côté académique dans le sens où on fait comme s'il y avait les bons livres et les mauvais livres. Donc pendant tout un moment, tout ce qui était roman policier ou alors Stephen King, c'était un peu mal vu de dire qu'on aimait Stephen King. Alors que pour moi, un ado qui lit Stephen King, mais au contraire, Stephen King dans la mise en place d'une intrigue, dans la façon de faire ressentir les choses, rentrer dans la littérature grâce à Stephen King, mais allons-y. Enfin, voilà. Il y a aussi ce côté, les bons et les mauvais points de la littérature, même dans les romans policiers. Tu vois, je crois que c'est Oxmo qui aime beaucoup La Reine des Pommes. Comment il s'appelle Chester Ames. Ouais. Voilà, donc La Reine des Pommes, dans ces romans policiers-là, sont super intéressants. Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut lire de tout. Oui, il y a un côté élitiste, mais du mauvais élitisme. Oui. Tu vois ? Parce que l'élitisme, c'est ça, c'est un élitisme de façade, finalement. Comment ça se passait quand toi, tu étais enfant ? Tu as toujours aimé lire depuis toute petite ? Ou c'est venu avec l'âge ? Et est-ce que... souvent, les personnes issues de l'immigration maghrébine, les parents ne lisaient pas toujours, ne savaient pas toujours lire, mais parfois eux-mêmes achetaient des livres aux enfants pour les encourager, justement. Comment ça se passait chez toi ? Alors, moi, ma mère ne sait pas lire, en français. Mon père sait lire, en revanche. Et mon père même, parce qu'on a souvent le cliché aussi de... voilà, ma mère est femme de ménage et mon père est ouvrier d'usine. Et on a l'impression que lorsqu'on a dit ça, on a tout dit. Comme s'il y avait le cliché type de la femme de ménage et de l'ouvrier qui allait rentrer « Simone » ou « Amina, t'as fait la table ?» Non. Mon père était ouvrier d'usine. Enfin, il n'est pas mort, donc je peux dire, mais il est à la retraite. Mon père était ouvrier d'usine et je l'ai toujours vu lire. C'est-à-dire qu'il lisait des magazines, donc pas forcément des romans, mais il y avait Jeune Afrique chez moi, voilà, mais plein de Jeune Afrique, et il lisait l'Express, et même plus tard, maintenant, mon père est abonné Non, il n'est pas abonné, c'est ma mère, mais c'est pareil qu'un abonnement, ma mère va lui chercher. Donc c'est tout comme... Donc, ma mère va lui chercher son Canard enchaîné, et donc, oui, Canard enchaîné, parce que vraiment, le père... Ah, mon père, la vraie grande gueule, c'est mon père. Moi, vous avez cru que j'étais une grande gueule en m'écoutant une grande gueule, mais moi, je suis une petite gueule craintive. Mon père, les murs tremblent. Donc, oui, mon père lit le Canard enchaîné et je l'ai toujours vu lire. Donc, tu avais la posture comme ça, bien tu voyais entendu. Ça. Et nous, il n'y avait pas du tout, même pareil, le cliché où c'est le petit garçon qu'on va encourager à être libre intellectuellement, et puis la fille, on va lui dire, il faut que tu te maries et puis que tu fasses des enfants. Moi, mon père, il nous a toujours dit, pour être libre, il faut avoir l'esprit critique. Donc, il faut lire, il faut être dans les endroits où on décide, comprendre pour pas qu'on décide pour toi. Donc, il nous a toujours élevés, filles comme garçons, avec l'idée que la véritable liberté, c'est l'esprit critique et ce sont les mots. Dire comprendre pour pas signer un contrat et qu'on parle à ta place. Et puis, ne pas être, lui, il nous a toujours dit, ne pas être un rat d'usine. Et donc, c'est la clé de l'émancipation, c'était la maîtrise des mots pour ne pas être parlé et pour être capable de s'exprimer. Voilà, avec justesse, avec finesse. Donc, très petit, les mots étaient plus qu'un divertissement. C'était une arme, quoi. C'était une arme. Ouais, c'était une arme.
largement. Ok. Et alors du coup, dans toutes tes lectures et les auteurs que tu as aimé lire, est-ce qu'il y a un moment, très tôt, peut-être plus tardivement, tu t'es dit, ok, il y a tous ces classiques qu'on lit à l'école, etc., c'est très bien, tu les as cités tout à l'heure. Est-ce que tu as eu besoin d'aller vers des auteurs originaires du Maroc, du Maghreb, d'Afrique, pour avoir un petit peu ce truc de représentation, de se dire, je vais lire des choses qui me ressemblent un peu, ou pas du tout, ça t'a pas passé par l'esprit? Si, mais cette ressemblance, elle dépasse totalement l'idée d'une patrie ou d'un pays. Dans le sens, il y a une phrase comme ça où on dit le pays des exilés, la patrie des exilés, c'est la littérature de leur patrie. Et moi, plus profondément, je dirais que le pays des exilés ou ceux qui se sentent exilés de l'intérieur, on peut se sentir exilé sans avoir changé de pays et sans être expatrié. On peut se sentir un peu comme ça, un peu étranger dans son propre étranger pays, à tout le temps. Donc ceux qui sentent comme ça, comme c'est mon cas. Moi, vraiment, je me sens tout le temps en marge. J'aurais du mal à dire j'appartiens à tel ou tel groupe. Donc quand on est un peu en marge comme ça, on trouve sa patrie dans les mots de ceux qui se trouvent comme ça aussi. Et ça, j'ai compris avec Annie Ernaux. C'est-à-dire, alors qu'Annie Ernaux c'est pas Fatima Ben Ernaux. Annie Ernaux n'a pas d'origine, à moins que, en cherchant... On ne sait pas. On peut chercher, tu sais, des origines. Donc, Annie Ernaux n'a pas d'origine, à ce que je sache. Mais par contre, maintenant on appelle ça les transfuges de classe. En tout cas, elle est dans cette littérature du deuil et du seuil. C'est-à-dire, elle parle d'un passage. Et j'ai remarqué que ceux qui parlaient d'un passage, qui parlaient de cette transition-là, me parlaient. Et là, moi, je suis en quête de ça, des gens qui se situent dans cette marge. Et surtout, dans un entre-deux, mais qui n'est pas... tu vois, c'est un peu un yo-yo. C'est pas parce qu'on a aussi le mythe de ceux, par exemple, on va dire, elle a quitté la banlieue et maintenant, elle est intégrée. Non, parce que très souvent, c'est des allers-retours et c'est pas forcément... c'est comme si on quittait quelque chose de bas et de sale pour accéder à... non, on peut très bien être heureux de là où on vient, accéder à autre chose, revenir et être capable d'en parler sans trahir, d'en parler pour rendre hommage. Et Annie Ernaux, elle essaye de faire ça. C'est-à-dire que même dans son style-là, dans son style au cœur de sa façon d'écrire, elle veut donner droit de cité en littérature à ses parents, qui sont d'un milieu modeste. Et elle dit, j'adore cette phrase, Proust l'a fait avant moi, mais Proust, quand il faisait parler d'une façon populaire, c'était du folklore, c'était sa bonne. Et moi, c'est ma mère. Et ça change tout. Parce que quand elle fait parler sa mère d'une façon populaire dans ses livres, c'est aussi pour faire résonner une voix, pour donner droit de cité en littérature à un monde. Et elle déplie ça dans ses livres. C'est pas le clin d'œil bourgeois. Oh, regardez comment parlent les pauvres. Ça dépend. C'est très profond. Le point de vue d'où on parle, c'est ça. Qui on est, d'où on c'est parle. Ça. Finalement. Et c'est pas non plus pour se faire accepter. Tu vois, c'est pas pour dire regardez comme je parle bien, comme j'ai intégré les codes. Non, elle arrive à être sur un fil parfait où elle est dans un poste d'observation. C'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Est-ce que justement dans cette recherche un peu d'auteurs qui seraient dans des entre-deux, la voix féminine, les voix féminines, tu vas plus vers ces voix-là ou peu importe? Est-ce que tu n'as pas de genre je fais très attention à ça. Parce que tu vois, quand même, comme enseignante, je me suis rendu compte au tout départ que naturellement, j'allais utiliser des extraits où c'était plutôt des hommes, mais parce que je connaissais plus d'hommes. Donc après, je me suis dit, maintenant quand même, c'est bizarre, parce qu'il y a des femmes qui vont écrire, et depuis longtemps, donc... c'est pas nouveau, en plus. Effectivement, j'ai juste ouvert et sur un même thème, tu vois, sur la poésie, effectivement, j'ai pensé à Baudelaire, mais maintenant, je pense à Louise Labbé aussi. De la même manière, avant, je ne faisais pas Césaire à des passages magnifiques. Donc, non seulement je ne perds rien en termes d'enseignement, mais j'arrive, ça apporte, parce qu'on fait résonner multiples langues. Mais je n'ai pas choisi Louise Labbé parce que c'était une femme. J'ai choisi Louise Labbé parce que, tu vois, quand elle va dire « je vis, je meurs, je me brûle et me noie », ou quand elle parle d'amour à travers le corps, c'est révolutionnaire au XVIe siècle. C'est révolutionnaire de parler de l'amour non plus comme un sentiment abstrait, mais comme quelque chose qui te fait vibrer. Et ça parle à des ados.
qui court dans le couloir en disant « Il m'a vu, tu crois, il m'a parlé ?» Et du coup, avec l'expérience que tu as comme professeur, j'imagine que tu vois, par rapport à tes collègues, aux livres que chacun choisit d'enseigner à ses élèves, ça percute plus chez des adolescents d'avoir des auteurs un peu différents de ce qu'on voit d'habitude, d'avoir des femmes, d'avoir des auteurs noirs ou autres. Je sais pas, tu sais, en fait, les enfants s'adaptent. Donc, je crois... Ils ne se posent peut-être pas ces questions-là, mais ils ressentent peut-être aussi... Je ne sais pas, parce que c'est vraiment la façon dont on... C'est comment on leur en parle. C'est-à-dire que si je parle, c'est sûr, le nom ne suffit pas. Oui. Tu vois, c'est comme des fois, on se dit... Tu vois, moi, je connais très bien le rap français. Donc, parce que pour Fumigène, je faisais des analyses littéraires de textes de rap. Et donc, au départ, je me suis dit, tiens, je vais me servir de ça en classe. Donc, on avait un truc sur, je sais pas, moi, on va travailler sur l'engagement en poésie. Et je peux faire un texte de La Rumeur, Le cuir usé d'une valise. Parce que le texte est beau, il y a une belle allégorie, et ça peut même, ou une personnification qui est une allégorie de l'immigration à travers la valise. Donc, tu dis ça. Mais en vrai, moi, j'utilisais ça. Je me disais, ça peut être un tremplin. Utiliser le rap, quelque chose de proche des élèves, pour les mener vers autre chose aussi. Sauf qu'au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que déjà, le texte de La Rumeur, ils ne le comprennent pas. Ah oui, c'est-à-dire, ça devient un vrai gros travail d'utiliser. C'est-à-dire que ce qui me servait de tremplin devient un travail en lui-même. Parce qu'il y a des difficultés de compréhension. Et puis même les textes qu'ils aiment, si on veut partir des textes qu'ils aiment, parfois, par exemple, ça va être Jul. J'ai pas forcément envie d'étudier un texte de Jul en classe. Même si Jul, voilà, comme divertissement qu'ils aiment, c'est leur goût, il n'y a pas de problème. Oui, mais d'un point de vue voilà, littéraire, je trouverais ça démago etc. de l'utiliser parce que la langue ne résiste pas. Donc, je peux moins l'utiliser comme tremplin. Et ça, c'est pour ça que des fois on dit il faut faire du rap en classe. Mais du rap, des textes de rap qui résistent en classe, c'est déjà un travail maintenant. Voilà. Oui, il y a le côté en plus. Ils connaissent pas, tu vois, génération en génération, les choses. Mais pas du tout. Et même les classiques du rap. Complètement. Quand tu vois un petit qui dit j'aime le rap, tu commences à parler avec lui. En vrai, il aime les dernières nouveautés rap. Et l'histoire du rap, ça évolue. Complètement. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué en fait, parce que là on est face vraiment au problème des générations et des classiques qui ne restent pas classiques pour certains, etc. Donc toi tu t'es mis à écrire assez rapidement, puisque en 2009, tu as sorti donc ce recueil de nouvelles qui s'appelle La Honte. C'est le fait d'avoir toujours lu et d'avoir toujours aimé lire qui t'a facilité cette écriture ou pas du tout? C'est le contraire. Ah oui? Je pense que le fait d'avoir beaucoup lu ou même d'avoir fait des études littéraires, j'ai fait ma maîtrise sur Annie Ernaux, maîtrise de lettres, donc sur la place d'Annie Ernaux, l'implicite et la polyphonie. Et ensuite, j'avais tellement lu de très bons livres. Ça t'a mis la pression. Mais ça m'a mis la pression. Je me suis dit, mais qui es-tu, pauvre petite merde, pour oser écrire? Qu'est-ce que tu vas rajouter de plus? Et je peux t'assurer que c'est vraiment... Parce qu'avec Annie Ernaux, on a eu une correspondance comme ça, où elle m'a dit quelque chose. Elle m'a encouragée, si tu veux. Et ça m'a donné comme le droit d'écrire. Je me suis dit, mais finalement... Tu avais le syndrome de l'imposteur. Ah oui, non, mais complètement. La personne que tu admirais te dise, vas-y, ça t'a libérée. Vas-y, ça m'a libérée. Je me suis dit, bon, Fatima... Mais ça m'a libérée un petit moment. Ça m'a libérée juste en 2009 pour donc là, oser. Ça s'est refermé, c'est voilà. Et après, depuis 10 ans, écoute, on va rappeler Annie. Mon ordinateur est un cimetière. Tu sais, vraiment, c'est le cimetière de livres. J'ai plein de textes écrits. J'ai même des romans entiers écrits. Mais je n'ose pas. Et surtout, alors, à la fois, je n'ose pas. Et en même temps, c'est compliqué le monde de l'édition en France. Parce que si tu veux, on t'attend, mais on t'attend pour ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, moi, j'ai quand même une idée précise. J'ai pas envie de venir pour parler. Tu vois, par exemple, là, ce qui marche, c'est une maghrébine. Voilà, je m'appelle Fatima, je suis maghrébine. Donc, si j'écris un livre sur l'islam, non seulement je trouverai sans doute facilement un éditeur, si j'écris un essai ou voilà un truc comme ça, la femme libre. Donc, j'ai pas du tout envie de faire ça. Pas du tout. On n'a pas envie de dire ça en plus. J'ai pas envie. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la fiction, la littérature, et j'ai une idée précise du monde que je veux. Dans lequel j'ai envie de vous rencontrer ou de rencontrer mes lecteurs. Ce qui fait que ça prendra le temps que ça prendra, mais le jour où maison d'édition et indépendante qui serait ravie de oui, c'est ça aussi. À ton idée. Donc pour l'instant, il y a seulement mon recueil de nouvelles La Honte avec des petites histoires
Et là, je finis un roman. Et là, j'ai peut-être osé aller un petit peu plus loin parce que je me dis, attends, ça fait 10 ans, il y a des gens qui sortent 3 livres tous les ans. Et toi, tu vas mettre tes Il y a un juste milieu entre les deux. Faut le trouver, c'est tout. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est difficile aussi d'avoir à la fois confiance en soi et puis d'oser faire les choses, tout simplement. Mais comment ça s'est passé, toi, le moment où tu t'es dit, quand bien même tu avais effectivement ces grands classiques en tête et tu te disais, je suis rien à côté d'eux, etc. Mais quand tu t'es dit quand même, allez, je commence à écrire, même sans être publié. Parce que c'est vraiment un besoin. Et un devoir et une obligation. C'est-à-dire, je vais dire une phrase, et je pense vraiment... Moi, dans mes objectifs de vie, il y a des gens qui disent voilà, si je ne suis pas mariée, ou si je n'ai pas des enfants, ou si je ne suis pas propriétaire, ou si je n'ai pas un chien, j'ai raté ma vie. Ou si je ne suis pas célèbre, j'ai raté ma vie. Moi, tout ça, c'est pas que ça... ma réussite dans la vie, elle est... Tu sais, c'est comme on dit, planter un arbre, écrire un livre. Oui, moi, je veux écrire un livre. Les arbres, je pense pas, j'ai pas la main verte. Mais écrire un livre... Et écrire, tu vois, par exemple, pour les grandes gueules, on pouvait me reconnaître dans la rue pour me parler. C'était pas une satisfaction particulière? Non, c'était gentil, les gens étaient très gentils et puis on parlait. Mais c'était pour parler des grandes gueules ou de l'actualité. Moi, vraiment, je préférerais qu'on connaisse pas du tout mon visage, même sortir avec un pseudo. Par contre, voir quelqu'un lire mon livre, et un livre que j'ai écrit avec mes tripes et vraiment où tout est là. Et pas autobiographique, mais une fiction, et voir cette personne lire dans le métro, mais là je flotte. Tu me vois marcher dans la rue, je flotte. J'aurais réussi ma vie. Mais même s'il y a 3 personnes. Hein. Non, c'est vraiment partager du coup ce que tu as. C'est viscéral. Quand je dis viscéral, je peux pleurer en disant ce truc. C'est complètement stupide en même temps. Tu vois. Moi, j'attends. Voilà. Quand tu sortiras, je serai cette personne. Je me baladerai dans la rue comme ça avec le livre. Envoie des photos comme ça, je verrai. Je te regardez comme j'ai réussi ma vie. Fatima, il y a 3 personnes qui lisent ton livre. Il y en aura bien plus. Et alors Il y en aura bien plus, t'inquiète pas. Est-ce qu'on peut parler de ta reprise d'études de récemment? Oui, pas de problème. C'est en psychologie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'ai repris mes études depuis 4 ans. Là aussi, il y a des gens qui font des formations de 6 mois. Moi, ça fait 4 ans. Mais je voulais vraiment que ça soit reconnu par l'ARS et tout ça. Bon, non, mais tu vois, des trucs très rapides. Ouais. Peut-être que j'aurais dû faire un truc très rapide, je sais pas. En tout cas, là, ça fait 4 ans. Et donc, je suis un double cursus dans une école privée en psychopathologie. Ouais. Et à la fac en master. Donc là, je suis en master 2. J'ai soutenu mon mémoire vendredi. Donc j'attends la note. Ça s'est plutôt bien passé. Et c'était le thème. On tourne toujours autour. Hein, le thème a l'air bizarre comme ça, mais j'ai toujours l'impression d'être dans ce film où elle donne son sujet de mémoire et tout le monde rigole. Non, donc, moi, quand tu me l'as donné, je me suis dit, c'est génial, c'est exactement moi. Donc, c'était les enfants dits issus de l'immigration et la quête d'un chez-soi dans et par la littérature. Et j'ai reculé avant de choisir ce mémoire parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est cliché, une arabe qui écrit sur les arabes. Et finalement, c'était pas cliché parce qu'au-delà, c'est pas les arabes, c'est les enfants dits issus de l'immigration. C'était beaucoup plus large. Et puis, c'est surtout, à la fin, on sort de ça. Parce que ce que je croyais être complètement singulier, il y a de l'universel dedans. On retrouve l'histoire de tous les exilés, quels qu'ils soient, que ce soit quelque chose dans la question du genre, dans la question de la classe sociale. Il y a beaucoup de choses en jeu dans la littérature. Et c'est comment on tourne autour d'un manque, finalement. Comment la fiction vient border le réel, comment on est obligé de passer par une forme de métaphorisation pour vivre, pour sortir des blocages, pour raconter une histoire, pour remettre en marche quelque chose. Donc c'est autour de toutes ces questions-là. Okay. Donc finalement, je tourne toujours autour des mots. Hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un couteau suisse, mais c'est plutôt une grosse obsessionnelle. Mais c'est tout un panel de comment utiliser les mots et voilà, en parler. Mais on est en plein dedans. C'est ça. Voilà, t'es chez toi ici. Du coup, est-ce que toi, tu as un rituel de lecture? Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où tu préfères lire? Pour certains, c'est, tu sais, le Miracle Morning, on se réveille à 4h du matin et on lit à ce moment-là. Ça, c'est pas moi. Ou le soir avant de se coucher, ou voilà. Est-ce que tu as un petit coin chez toi,
un peu cocooning pour lire ou pas du tout? Alors, si j'étais dans le storytelling, je vous inventerais ça. Oui, effectivement, j'ai un coin Nous, on est dans la où réalité. j'allume de bougies et je lis. Mais si j'essaye de faire ça, Certains. déjà mon fils va foutre le feu en renversant cette bougie comme il a renversé du café sur mes livres. Je pense Donc, que dans 10 ans, t'en parleras à ton fils de la pêche de café. Je te jure, je vais lui faire racheter le livre dès qu'il gagnera sa vie. Non, j'ai pas de rituel parce qu'effectivement, j'ai une vie animée qui m'empêche. Donc 6h du matin, j'aimerais bien, Voilà. mais je suis sûre que quelqu'un se lèverait pour dire « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» Laissez-moi tranquille. Donc je lis dès que je peux être seule. Donc, Donc déjà, comme c'est c'est pas compliqué... évident. C'est-à-dire que même dans les toilettes, hein, les enfants en bas âge te laissent poursuivent. pas. T'es là depuis longtemps, qu'est-ce que tu fais? Donc je peux pas dire je suis en train de lire L'effacement de Percival Everett. Non, donc je lis partout où je peux. Du coup, c'est peut-être plus dans en le dehors métro, de chez toi. Ouais, ah voilà. oui, mais oui, dans le métro, partout, voilà. Souvent dans le métro, vraiment, quand j'ai un long trajet, Et que t'arrives à avoir une oui, place assise. et que j'arrive... Non, mais souvent j'ai des places assises. Parce que Ça Non, c'est vrai. Madame est privilégiée. Madame. Non, je laisse. Après, je laisse quand il y a des personnes. Je fais semblant de lire pour pas laisser ma place à personne. Non, c'est pas vrai. Je laisse à des personnes. Non, mais sur la ligne, comme je monte depuis le terminus, départ, ouais. souvent le terminus, je peux être assise ou des fois, c'est à des moments où il n'y a pas tant de monde que ça. Mais sinon, oui, j'essaye de lire dès que j'ai un coin, donc, dès que j'ai un moment. Donc, c'est pas forcément le. Mais moi, je pense que je suis pas adaptée à cette époque des rituels. Parce que je vois, il y a même des gens qui envoient quel est votre rituel cheveux? La Vos routine. soins. Écoute, Mais j'allais te votre demander quelle est ta routine. routine cheveux. Mais parce qu'est-ce que c'est que cette question? Même moi, une ces élève. bouclettes-là, genre, je les veux. Quelle est votre routine? Mais quand ils sont sales, je les lave. Non, mais je pense que je peux pas faire de placement de produit. Non, Parce là, que là, vraiment, ça marcherait pas. c'est un monde qui Non, m'échappe. mais c'est vrai que tu sais, sur Instagram, notamment, Non, mais on a une cette mise en scène de des lectures. soi-même. Non. Alors, il y a toujours Après, c'est très joli. Moi, j'aime bien C'est avoir de beau, belles ouais. photos de livres. Ça me fait toujours plaisir. Ah, non, mais. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a tout un storytelling. Non, J'ai mon petit coin à canapé. Non. En fait, c'est un truc idéal. C'est un truc idéal. Idéalement, j'aimerais avoir un coin chez moi, auprès de ma bibliothèque, avec un canapé ou un fauteuil hyper Non. confortable, un café chaud, un plaid et tout. Non. Mais dans la vraie vie, on n'a pas le temps de ça. Dans Et on lit dans le métro, dans la ligne 13. Et, non, c'est très mais bien, quoi. en plus, dans ma ville, ma maison ne ressemble pas à leur maison. Mais voilà, clairement. Mais Ma bon, maison. peut-être que c'est un idéal. Et puis tu vois, dois dans choisir. l'absolu. Est-ce que je lis ou alors je range le linge qui sèche? Parce que ce linge qui sèche sèche toujours. J'ai l'impression d'avoir toujours Quand du je linge décide qui de sèche. lire, je ne regarde pas le reste. C'est ça. Je ferme les Donc yeux. non, j'ai pas de rituel. Je lis quand je peux lire et le plus souvent possible. Et voilà. Et souvent, vraiment, quand c'est des coups de foudre. Tu vois, par exemple, John Fante, là, Demande à la poussière, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ou alors, j'en ai un autre comme ça. C'était le démon de Hubert Selby Jr. Donc, c'est des livres, ou même Bukowski. Moi, j'adore Bukowski, j'aime la littérature russe. Donc, tous ces auteurs-là, quand je commence à les lire, je sais que ça y est, ils vont m'accompagner partout. Et puis, je vais même renoncer à voir de vraies personnes. Non, mais c'est Le vrai. temps de la lecture. Oui, c'est-à-dire que je préfère lire que sortir. Voilà. C'est pas moi qui C'est vais pas- juger là-dessus. c'est pas- Clairement pas. C'est-à-dire je suis pas très fun. Mais je préfère, je peux renoncer à une soirée si j'ai pas fini un bouquin. Et mentir. Je suis un peu malade. Si c'est un bon livre qui te plaît, C'est un bon tu sais au moins qu'il va pas te décevoir. Quoi. Donc, Oui, un peu non, le- c'est ça. Est-ce c'est que ça. quand tu lis dans le métro ou dans le bus, etc., et que tu vois, je sais pas, sur les places, tu sais, à 4, Ouais. et que tu vois les 3 autres personnes qui lisent un livre, Ah, je regarde. et toi, tu regardes ce qu'ils lisent, Oui, mais est-ce que toujours. tu te dis, on est du même club, on est... tu vois, Non, c'est alors, un pas petit truc comme ça où... Pas du même club, mais je peux aborder. Oui, je peux. Mais après, j'aborde vraiment facilement les gens. Alors, j'ai arrêté parce qu'à Paris, on dirait que tu es en train de draguer. Ouais, mais c'est un peu effectivement, moi, compliqué, je suis ouais. née à Poitiers. Donc, à Poitiers, quand tu parles aux gens, tu es juste poli. À Paris, À quand Paris, tu non. parles aux gens, c'est que tu veux tu les es zinzin. choper. Ou tu es folle, ou tu veux leur demander de l'argent. Bon, C'est pas pareil. donc, je parle aux gens. Quand ils ont l'impression que je vais leur demander de l'argent, j'arrête. Mais effectivement, quand quelqu'un lit un livre, ça m'intrigue. Et surtout, quand quelqu'un lit un livre que j'aime. Ouais, bah Je forcément. pense que j'aime un peu la personne après. J'ai Tu dis, on l'impression... peut être amis, Mais dis, on et peut là, être du coup, ça amis, peut on mal... peut partir en vacances ensemble. Ce qui est faux. Je pense que c'est une illusion. Mais voilà, mais tu sais, c'est qu'on a Ah oui, l'impression oui. de faire partie du même pays. Oui, c'est ça. On se dit, bah oui, on se Voilà, reconnaît, quoi. cette patrie-là. Je crois qu'on a, c'est l'étendard, c'est un peu mon bleu, blanc, rouge, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, C'est beau. cette patrie qu'il y a dans les livres, ou ce côté où tu as l'impression que... Tu vois, il y a un petit passage comme ça que j'aime bien, je crois que c'est... comment il s'appelle? Théophile Gautier.
dans Mademoiselle de Maupin, où il dit « Je suis comme une goutte d'huile dans de l'eau ». On a beau mélanger, l'huile finit toujours par, après, se séparer de l'eau et devenir plein de petites bulles comme ça à la surface. Et j'ai l'impression que pendant longtemps, on se dit ça. Des fois, on se dit ça. Tu vois, on va être en France et puis finalement, on va nous renvoyer à quelque chose. On va être au Maroc, on va nous renvoyer à quelque chose. On va être... moi, je suis même berbère, donc à l'intérieur, encore une autre... on va être... je suis littéraire, mais je vais être avec des littéraires, ils vont me saouler. Je vais être avec des intellos, ils vont me saouler. Je vais avec des gens qui n'ont rien à foutre de la littérature, ils vont me saouler. C'est-à-dire qu'on est... on est nulle part, et en même temps partout. Et en même temps, des fois, on rencontre des gens qui sont comme nous, comme de l'huile dans l'eau. Et là, on va se dire, ah ouais, toi aussi. Donc, on est unis par paradoxalement, par l'incommunicabilité, par cette différence, parce qu'on a vu que finalement, on est seul, irrémédiablement. Mais on en a conscience. Voilà. Et donc ça unit aussi, cette solitude. Je veux plomber l'ambiance pour tout le monde. C'est très beau, c'est très bien. Voilà. Est-ce que, pour finir, tu pourrais nous citer 1, 2, 3, 4, allez, les livres les livres de ta vie, que tu recommandes, que tu conseilles, dont tu parles tout le temps aux gens? Je parle tout le temps de Annie Ernaux. Okay. Tout livre confondu? Voilà, tout ce qu'elle a fait, parce que pour comprendre, il faut aller de La Place à Mémoire de fille. Et celui que tout fait corps. Du coup, moi, je n'ai jamais lu Annie Ernaux. J'en ai beaucoup entendu comment parler. Commencer? Le premier, ce serait quoi? Si on n'est pas une lectrice ou on n'est pas un lecteur, si on n'est pas une lectrice et qu'on a envie de lire un truc très simple qui a l'air très simple, on peut lire Passion simple. D'accord. Si on est déjà une lectrice ou un lecteur et on est déjà un peu aguerri sur des questions sociologiques, on peut lire La Place et rentrer dans la Place aussi. Après, j'aime beaucoup Percival Everett, L'Effacement. Alors ça, pour lire Percival Everett, L'Effacement, il faut lire Homme invisible, pour qui chantes-tu? Et ça, c'est... je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Donc, lisez les deux en même temps. Donc, Homme invisible, pour qui chantes-tu? Ensuite, moi, j'aime bien un auteur qui a été interdit 20 ans en France. Alors, on va croire, il parle de cul d'une façon un peu crue, donc mais vraiment, c'est tellement superficiel de le réduire à ça, parce qu'il parle de littérature. Donc, c'est Septentrion, d'un auteur qui s'appelle Calafert. D'accord. Voilà, donc ça s'appelle Septentrion et j'aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire que ma manière d'écrire a changé après avoir lu Septentrion, donc Calafert. Et puis, j'aime bien Bukowski, c'est un peu, ils vont ensemble, voilà. Calafert, Bukowski, Jeune Fanté, c'est mon type d'écriture. Et puis, après, je réfléchis. Il y en a tellement. Il y en a plein. Et j'ai pas envie... C'est dur de choisir. Oui, c'est dur. Faire une liste, moi, c'est une torture. C'est difficile de choisir. Non, on peut aussi... Après, en poésie, moi, j'aime bien Mahmoud Darwish. Mais c'est de la poésie. Mais c'est aussi un livre, c'est de la lecture. La lecture. Donc si on met tous ces livres à plat, on a un genre de portrait en creux de ce qu'est Fatima. De ce qu'est, de ce que je suis. On peut rajouter Stephen King, hein, parce que j'aime bien Stephen King et je le trouve très bon. Écoute, Stephen King quand même. Plutôt les livres d'épouvante ou un peu de thriller un peu psychologique? Parce qu'il a aussi fait ça, tu vois. D'épouvante, moi j'aime bien, tu sais, tu parles à quelqu'un qui va lire Montaigne, mais qui va regarder Dragon Ball Z, qui va regarder des films d'horreur, mais tellement, des séries, tu vois, vraiment, les films d'horreur, je vais seule au cinéma pour les regarder. C'est encore meilleur. C'est encore meilleur, tu sais. Je conseille. C'est ça. Okay. Donc un petit Stephen King aussi. Un petit Stephen King, pourquoi? Parce que c'est un bon moment aussi et que la littérature, c'est à la fois une confrontation et c'est aussi un divertissement, du détour comme ça. Donc on va rajouter Stephen King. Et Montaigne. Ah oui, j'aime bien Montaigne aussi. Bon, on fera la liste complète, on le mettra en description et sur le site quand on publiera tout ça. Et ça fait comme ça une bonne liste de lectures. Oui, je suis désolée. Non, mais c'est bien, on aura des devoirs, c'est très bien. Est-ce que tu as une dernière petite chose à rajouter pour donner envie aux gens de lire? Merci beaucoup. Je suis vraiment très contente de participer à cette émission parce que je te suis depuis un moment et j'adore le concept. C'est-à-dire que, tu vois, les portraits, moi je crois vraiment qu'on peut connaître quelqu'un à travers les livres qu'il lit. Et même pour les speed dating, ça serait une meilleure question si vous rencontrez un homme c'est ou une femme.
Et Quel vous genre de allez. livre Qu'est-ce que lis-tu? tu lis? Montre-moi une photo de ta bibliothèque. Pourquoi? On devrait envoyer ça. Mais bien sûr. Regarde, je te montre ma bibliothèque. Alors, faut faire attention parce qu'il y en a qui font une mise en scène Oui, d'eux-mêmes voilà. à travers leur bibliothèque. Mais ça se voit. Quelqu'un qui Non, c'est dit pour ça que qu'il a qu'est-ce lu que un tu lis en ce livre. moment, tu vois, Ouais. c'est pris sur le moment, tu peux pas trop C'est vrai, mitonner, c'est quoi. vrai, Quand tu peux. sors-moi le livre Mais, que tu as en ce mais on moment, peut demander, je pense qu'on connaît plus d'un homme ou d'une femme en disant travers ses quel est le lectures, livre ouais. qui t'a marqué plutôt qu'en disant combien tu gagnes, Ah ouais, complètement. qu'est-ce que tu fais comme métier, combien tu gagnes, combien tu fais. Tout est relatif, Non, ça mais peut changer qu'est-ce du que- jour au ouais, lendemain. ça en peut plus, changer. donc, Et puis bon, ça veut pas dire que tu vas être heureux avec la personne. c'est ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais comme métier? Il y a des gens qui font un boulot, c'est alimentaire, mais peuvent être super curieux intellectuellement. Et puis en plus, il y a cette. Il y a ça, enfin, tu vois, on peut être ouvrier. Enfin, moi, j'ai l'exemple Mais d'autodidacte. bien sûr. Dire les gens que j'admire intellectuellement, bon, il y a mon père, mais les gens que j'admire intellectuellement, souvent, c'est des autodidactes. C'est-à-dire que j'ai fait une prépa, mais c'est pas pour autant. Je voyais les maths sup parce qu'on était dans un même internat, Oui, c'est vrai. et j'avais des maths sup en face, donc l'élite aussi de la nation Mm. qui ne lisait pas Ouais, du ouais. tout, et certains Puis- n'étaient pas curieux intellectuellement. Lire Et à pour lire, côté de parce ça, que tu dois le lire mais pour oui. tes cours. Puis c'est- tu c'est peux pas- être voilà. maçon et avoir une vie intellectuelle tellement riche. Donc c'est aussi un peu sortir du cliché de la littérature un petit peu propre, tu vois, Ouais, qui ouais. sent la savonnette. Pour moi, la littérature, elle sent pas la Il faut que le savonnette. livre ait une tasse de Elle sent café, le il café, faut qu'il y ait elle quelque sent chose. la clope. Que le Bon, livre, je il fume pas. soit écorné. C'est et tout, ça. voilà. Bon, faut C'est faire ça. attention quand même, pas trop écorné. Mais quand même, c'est un livre qui vit, qui ça. accompagne. Bah, Voilà. C'est le vécu et l'âme de la personne. L'hymne au livre. Voilà, exactement. C'est une superbe conclusion. Merci beaucoup, Fatima. Bah, merci d'être à venue. toi. Merci pour l'existence de cette émission. Bah, merci pour Et ce longue soutien. vie à Ah, ça. merci. Eh ben, écoute, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau lecteur ou une nouvelle lectrice. Je ne sais pas encore qui, on verra. Et puis, en attendant, lisez des livres, lisez Diana, lisez plein de gens. Voilà, à bientôt, au revoir. Je voulais des auteurs marocains, mais j'aurais menti. Parce qu'il n'y a aucun auteur. Je connais des auteurs marocains, mais en fait. Non, quoi.